Et donc pour ma part, je vais parler de nerfs et diabète. Et la neuropathie diabétique, bien sûr, comme les orateurs l'ont dit, le diabète est une maladie pandémique mondiale. Et la neuropathie diabétique est la complication la plus fréquente du diabète. Et c'est aussi la plus fréquente des neuropathies périphériques en général. Elle revêt des formes cliniques différentes. La plus connue, celle que tout le monde connaît, c'est la neuropathie sensitivo-motrice distale symétrique. Mais comme il s'agissait de faire des actualités, je ne vais pas faire le focus sur cette forme-là pour parler plutôt d'autres formes qui sont différentes et qui méritent d'être connues. Il y a quelques actualités qui concernent la physiopathologie et le traitement dont on va parler. Sur le plan épidémiologique, la neuropathie diabétique concerne 30% des diabètes tout type confondus, quand on considère seulement les données cliniques pour le diagnostic. Mais quand on utilise les conductions nerveuses en ENMG, le pourcentage monte à 50%. Bien sûr, c'est une donnée qui est très connue depuis longtemps, que l'incidence augmente avec l'ancienneté du diabète. Mais il est aussi intéressant de noter que quand on a fait des études systématiques de conduction nerveuse chez des patients même nouvellement diagnostiqués diabétiques, on s'est rendu compte que la neuropathie peut être déjà là. Et cette neuropathie-là est réversible avec le contrôle glycémique. Les facteurs de risque de la neuropathie diabétique sont l'âge, le mauvais équilibre glycémique, l'existence d'une hypertension artérielle et d'une hyperlipidémie. La classification des neuropathies diabétiques, sur cette diapositive, j'ai mis les différents types de neuropathie. Bien sûr, le chef de file, je ne sais plus où est le pointeur. Le chef de file, c'est la neuropathie symétrique sensitivo-motrice. Mais à côté de ça, il y a les autres formes de neuropathie sur lesquelles je vais faire un petit peu le focus, mais pas sur toutes, bien sûr, juste pour attirer l'attention sur ces formes-là et les reconnaître comme étant des neuropathies diabétiques. On peut classer les neuropathies diabétiques en celles qui sont des neuropathies plutôt focales ou multifocales, et on va avoir des atteintes d'un seul tronc nerveux, des atteintes radiculoplexiques, des neuropathies au niveau des étroitesses anatomiques ou des mononeuropathies multiples, et celles qui sont symétriques et bilatérales, qui touchent donc les 4 membres, qui commencent par les membres inférieurs. La plus fréquente, c'est la polyneuropathie distale sensitivo-motrice, mais elle peut être sensitive pure et aiguë. Et puis, il y a la neuropathie autonomique sur laquelle je vais un petit peu insister. On peut classer les neuropathies diabétiques également selon leur mode d'installation. Les formes progressives qui s'installent sur plusieurs mois, plus de 6 mois, jusqu'à plusieurs années, c'est la neuropathie la plus fréquente. Ce sont des neuropathies qui sont dégénératives, qui vont s'installer progressivement et qui sont irréversibles. Il y a une corrélation avec l'ancienneté du diabète et l'existence des autres complications du diabète. Et donc, c'est ici où l'on trouvera la neuropathie sensitivo-motrice symétrique et la neuropathie autonomique. Deuxième forme de neuropathie, c'est celle qui s'installe de façon aiguë ou subaiguë, qui sont réversibles. Il n'y a pas de corrélation avec l'ancienneté du diabète. Et dans ce cadre, on va classer la neuropathie du déséquilibre glycémique, la neuropathie de la correction rapide du déséquilibre glycémique et les neuropathies focales, notamment radiculoplexiques. Et enfin, les neuropathies canalaires qui sont plus fréquentes chez le diabétique. Les symptômes de la neuropathie diabétique sont dominés par l'atteinte sensitive, dans laquelle il y a les signes positifs qui sont en fait la douleur neuropathique, qui est une composante très importante de la neuropathie diabétique, à côté des signes déficitaires sensitifs, l'abolition des réflexes tendineux, mais l'atteinte motrice avec le déficit moteur et la myotrophie ne se voit que dans les formes sévères et ils sont souvent absents. Les moyens diagnostiques sont essentiellement, bien sûr, cliniques. L'étude des conductions nerveuses motrices et sensitives à l'électroneuromyographie. On peut avoir besoin souvent de faire une exploration du système nerveux autonome. Et bien sûr, quand on a une neuropathie atypique ou bien une neuropathie qui révèle le diabète, nous sommes dans le devoir d'éliminer d'autres causes possibles de neuropathie avec un bilan biologique adapté, et on peut avoir besoin de faire une biopsie de nerfs.
Je vais illustrer par des cas cliniques et je commence par celui d'un homme de 70 ans qui est hypertendu, qui a des douleurs neuropathiques depuis 2 ans, avec des sensations de brûlure qui s'accentuent la nuit. Il ne supporte pas le drap sur ses pieds. Il a des troubles vasomoteurs au niveau des pieds. Il a un tableau de neuropathie en fait, qui prédomine aux membres inférieurs, qui est à prédominance sensitive. Le EMG montre une atteinte axonale. Et ce monsieur qui n'était pas diabétique a une glycémie à jeun normale, une hémoglobine glyquée qui est juste un tout petit peu élevée, mais une hyperglycémie provoquée à 2 heures qui est élevée et qui fait le diagnostic du diabète. Ce cas clinique, c'est pour souligner le fait que la neuropathie axonale à prédominance sensitive peut être révélatrice d'un diabète de type 2 et qu'on peut avoir une hémoglobine glyquée normale. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à faire une HGPO pour faire le diagnostic. Dans ce cas, ce monsieur s'est amélioré sur le plan de sa neuropathie par le traitement du diabète, un traitement adapté du diabète. Donc ceci nous fait parler de la forme la plus fréquente de la polyneuropathie, de la neuropathie diabétique, qui est la polyneuropathie sensitivo-motrice symétrique, dans laquelle les douleurs neuropathiques sont prédominantes, l'atteinte sensitive est prédominante. On a un déficit de la sensibilité algique et thermique qui correspond à une atteinte des petites fibres. On a les troubles de la sensibilité proprioceptive qui correspond à une atteinte des grosses fibres. On peut avoir une aréflexie tendineuse. Il n'y a peu ou pas de signes moteurs. Et bien sûr, il y a les troubles trophiques des pieds qui sont en fait l'une des raisons d'avoir le pied diabétique. La douleur neuropathique de la neuropathie diabétique est un symptôme extrêmement important. Il est observé dans 16 à 25% des cas. Ce sont des douleurs à prédominance nocturne qui revêtent plusieurs formes de douleurs neuropathiques, y compris une allodynie ou une hyperalgésie. Ça commence toujours par les membres inférieurs, les extrémités distales, pour remonter en plus proximal, atteindre les mains et remonter en plus proximal. Et l'atteinte des petites fibres va donner un déficit de la sensibilité thermique et algique et une atteinte végétative qui sont en fait des éléments qui favorisent l'apparition du pied diabétique. L'atteinte des grosses fibres donne en fait les paresthésies, les décharges électriques avec les sensations de serrement que peut exprimer le diabétique. Deuxième cas clinique, c'est un homme de 52 ans qui a un diabète type 1 depuis 34 ans, qui a déjà des complications de type neuropathie, rétinopathie et néphropathie. Il est traité pour hypotension artérielle orthostatique, il se plaint de fatigue, de nausées postprandiales, une constipation. Il a des troubles de la sudation, une sécheresse des mains et des pieds, une hypersudation du tronc et de la face. Il a des troubles aussi de l'érection. Et on trouve des anomalies du réflexe sudomoteur et une diminution de la réponse cardiaque à l'hyperpnée. Ceci nous amène à parler de la neuropathie autonomique diabétique qui comporte en fait chez ce patient des signes cardiaques, digestifs, cutanés et sexuels. Donc la neuropathie autonomique diabétique mérite amplement d'être connue parce qu'elle est fréquente, elle se voit dans 16 à 20% des diabétiques, surtout de type 1, mais également les diabétiques de type 2. Et elle s'associe souvent à une atteinte des petites fibres et elle mérite d'être connue en raison de l'augmentation des risques de mortalité et de morbidité. Elle demande des explorations adaptées du système nerveux autonome pour le diagnostic et des traitements symptomatiques spécifiques. Voici dans cette diapositive résumée les symptômes que l'on peut avoir dus à une neuropathie autonomique diabétique avec les symptômes cardiovasculaires. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ce sont ceux-là qui vont entraîner un risque de mortalité. Les troubles gastro-intestinaux avec surtout la gastroparésie, les troubles génito-urinaires et les troubles sudomoteurs. Et en fait, tous ces signes-là méritent d'être dépistés chez le diabétique. Ils sont souvent associés à la neuropathie chronique et ils méritent aussi un traitement symptomatique adapté. Le cas clinique numéro 3 est celui d'un homme âgé de 71 ans avec un diabète type 2 depuis 12 ans, sous insuline depuis 7 ans et son diabète n'est pas très bien contrôlé. Il a installé de façon assez subaiguë depuis 3 mois des difficultés à marcher avec une faiblesse, surtout au niveau de son quadriceps.
avec une atteinte radiculaire des racines L3, L4, L5. Et quand on a amélioré son équilibre glycémique, il a récupéré son déficit du membre inférieur gauche. Donc, pensez à ce genre de tableau chez un diabétique. Il s'agit d'une atteinte radiculoplexique diabétique qui s'observe au cours d'un épisode de déséquilibre du diabète et qui est réversible avec la correction de l'équilibre glycémique. Donc, ce sont les atteintes radiculoplexiques qui sont principalement lombosacrées, qu'on appelait avant amyotrophie diabétique. C'est souvent des hommes de plus de 50 ans qui ont perdu du poids, qui développent ce genre de tableau. Et le mécanisme est principalement, on a en fait mis en évidence une atteinte microvasculaire inflammatoire focale. Donc il y a un mécanisme ischémique par une microvascularite, ce qui fait qu'on peut avoir des signes inflammatoires au niveau de l'IRM. Mais l'IRM est faite principalement pour le diagnostic différentiel. On peut avoir des signes inflammatoires au niveau du LCR. Et il faut préciser aussi que l'on peut avoir des formes cervico-brachiales pour ce type d'atteinte, qu'on appelle également les paralysies proximales du diabétique, qui peuvent être unilatérales ou bilatérales. Donc pensez-y chez un diabétique, surtout un homme qui a perdu du poids et qui est en déséquilibre diabétique. Cas clinique numéro 4, c'est celui d'une femme de 54 ans qui a un diabète de type 2 mal équilibré avec une hémoglobine glyquée très élevée, qui a en fait développé, une fois qu'on l'a mis sous insuline, des douleurs neuropathiques invalidantes, avec donc une neuropathie sensitive extrêmement douloureuse, très difficile à contrôler par le traitement de la douleur neuropathique. Elle a quelques signes végétatifs et ces symptômes ont régressé 9 mois après un bon contrôle glycémique, bien sûr avec le traitement symptomatique des douleurs neuropathiques. Il s'agit là d'une autre forme de neuropathie diabétique qui est la neuropathie induite par le traitement hypoglycémiant et qui peut s'associer à une atteinte végétative. Mais comme vous l'avez vu, c'est une neuropathie qui peut s'améliorer sous traitement du diabète. Donc en fait, c'est une neuropathie classique chez un patient qu'on corrige très rapidement pour un déséquilibre très important du diabète. Et on décrit également chez des patients qui ont eu des hypoglycémies répétées ce type de neuropathie. Il n'y a plus l'image sur l'écran. Voilà. Donc le cas clinique numéro 5, c'est le dernier cas. C'est celui d'un patient, d'une femme âgée avec un diabète de type 2 qui est en déséquilibre glycémique et qui depuis 6 mois a perdu beaucoup de poids et donc elle s'est retrouvée un peu en état cachectique et qui développe là aussi un tableau de polyneuropathie sensitive extrêmement douloureuse également et qui intéresse aussi le tronc et les régions scapulaires. C'est la particularité de cette neuropathie qui s'améliore avec la correction du diabète et surtout avec la reprise du poids. Et donc là aussi, un autre type de neuropathie qu'on appelle la neuropathie diabétique cachectique, du sujet âgé avec un diabète déséquilibré et une perte de poids qui est partiellement réversible. Donc voilà un autre type de neuropathie qui n'est pas classique et qu'il faut reconnaître chez le diabétique. Et il suffit de corriger le diabète et d'avoir une récupération du poids pour améliorer ce type de neuropathie. Je passe très rapidement parce que je n'ai pas le temps sur d'autres formes de neuropathie, mais pour insister quand même sur les atteintes focales des nerfs crâniens, en particulier les oculomoteurs. Je pense que quand vous suivez des diabétiques, il arrive que le diabétique arrive avec une paralysie du 3, avec un ptosis ou avec le paralysie du 4, ce sont les plus fréquentes. Les autres nerfs crâniens peuvent être intéressés. Et là aussi, le mécanisme est un mécanisme microvasculaire inflammatoire. Et puis, il y a le cas particulier des neuropathies à petite fibre. Là, c'est une affaire beaucoup plus de neurologue quand ça révèle le diabète. Ça pose un problème de diagnostic différentiel avec d'autres étiologies. La physiopathologie de la neuropathie diabétique comporte 2 mécanismes. Il y a le mécanisme dégénératif dans les formes progressives et réversibles qu'on a vu tout à l'heure. Il y a le mécanisme inflammatoire vasculaire et donc ischémique et avec des éléments œdémateux quand il s'agit des formes aiguës ou subaiguës réversibles. Dans les atteintes dégénératives, et je pense que c'est des choses que vous connaissez très bien, l'hyperglycémie
par le biais de 4 voies, va être responsable de la dégénérescence du nerf périphérique, la voie des polyols avec le monoxyde d'azote et les glutations, la voie des AGE avec l'augmentation des radicaux libres, le stress oxydatif, là aussi l'intervention du monoxyde d'azote, et les cytokines avec les facteurs de l'inflammation. Ces éléments-là vont intervenir aussi bien sur le nerf, aussi bien l'axone que la myéline, que sur les vaisseaux. Et tous ces facteurs-là vont entraîner la dégénérescence du nerf et la neuropathie périphérique. Ce mécanisme concerne beaucoup plus, en fait, l'atteinte chronique dégénérative. Par contre, ce qui va expliquer les atteintes des formes aiguës, ce sont des phénomènes inflammatoires, donc par le biais des cytokines, des vaisseaux avec des phénomènes ischémiques qui, eux, peuvent être réversibles quand on corrige le diabète, l'hyperglycémie. Là, c'est juste pour vous inviter à lire cet article qui fait une bonne mise au point sur les avancées récentes sur le rôle du stress oxydatif dans la neuropathie diabétique. Et puis, il y a plusieurs articles, j'en ai choisi celui-là, qui s'intéresse à analyser les différentes composantes des 4 voies dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et par exemple, ici, c'est le rôle de l'enzyme M-oxygénase. Et quand on analyse ce genre de facteurs pathogéniques, ça permet d'ouvrir la voie à des thérapeutiques possibles pour la neuropathie diabétique dégénérative. Les mesures thérapeutiques concernent le dépistage et le traitement précoce, bien sûr, des diabétiques et prédiabétiques. Nous avons vu que la neuropathie peut être là chez un patient nouvellement diagnostiqué. Donc, quand on traite le diabète, on améliore le pronostic. Le contrôle glycémique est l'élément principal du traitement, mais il faut faire attention parce que chez le sujet jeune, on vise la glycémie optimale, mais il faut faire attention aux hypoglycémies. On a vu qu'elles-mêmes peuvent provoquer des neuropathies périphériques. Des études récentes montrent que le traitement de l'hyperlipidémie améliore grandement le pronostic de la neuropathie diabétique, ainsi que le traitement de l'hypertension artérielle, en sachant qu'il faut insister sur les IEC plutôt que les diurétiques thiazidiques. D'abord, ceux-ci peuvent déséquilibrer le diabète, et puis les IEC ont un intérêt pour la neuropathie autonomique cardiaque. L'exercice physique régulier est bien sûr une composante très importante, et également sans oublier le traitement de la douleur neuropathique qui est en fait reprise. C'est là où il y a eu le plus de publications, parce que moi j'ai regardé que les publications des 2 dernières années. La plus grande majorité des publications du traitement concerne celui de la douleur neuropathique. Là, cet article est intéressant parce qu'il fait la synthèse des différentes guidelines, des différentes sociétés savantes. Et ça permet en fait de reprendre des choses que l'on connaît déjà, sachant que pour les différentes sociétés savantes, les traitements de première ligne comprennent les tricycliques, les antidépresseurs tricycliques, la duloxétine, gabapentine et prégabaline, alors que les autres médicaments sont des traitements de 2e ligne, en particulier les opioïdes. Est-ce qu'il existe des traitements spécifiques de la neuropathie dégénérative, de la neuropathie diabétique en général? Dans les formes progressives avec atteinte dégénérative, il y a pas mal de publications récentes sur le rôle de l'acide alpha-lipoïque qui est un antioxydant, sur le rôle des prostaglandines E1 qui ont un effet vasodilatateur ou l'association des deux. Dans les formes aiguës avec atteinte vasculaire inflammatoire, il est raisonnable de mettre le malade sous un traitement immunomodulateur. Nous avons l'habitude en neurologie, chez un malade qui fait une paralysie de nerf crânien ou de l'atteinte radiculoplexique, de mettre une corticothérapie de courte durée que l'on gère avec le diabétologue pour ne pas engendrer un déséquilibre diabétique. Maintenant, dans les revues récentes de l'evidence-based medicine, il n'y a pas assez de preuves pour que ce traitement soit instauré. Toujours est-il qu'on continue à le faire en essayant de ne pas déséquilibrer le diabète. Cet article sur l'utilisation de l'acide alpha-lipoïque avec une évolution sur 4 ans est en fait intéressant à regarder. On a en fait démontré que ce médicament qui est un complément alimentaire antioxydant à la dose de 600 mg par jour peut avoir un effet positif sur l'évolution et les symptômes de la neuropathie et également un effet positif sur la fonction cardiaque chez les malades sous IEC. Il y a aussi une autre méta-analyse intéressante sur l'association de l'acide alpha-lipoïque aux prostaglandines E1
Et donc cette méta-analyse montre qu'il s'agit de résultats intéressants et qu'il est quand même nécessaire d'avoir des études multicentriques, mais je vous conseille de suivre cette information pour ces deux traitements pour la neuropathie diabétique dégénérative. Donc en conclusion, la neuropathie diabétique est une maladie fréquente qui a des présentations cliniques variables. J'insiste sur le fait que le pronostic est amélioré par un bon équilibre glycémique, le contrôle de l'hypertension artérielle et de l'hyperlipidémie, le diagnostic et la prise en charge précoce et le régime et l'exercice physique. Les traitements comportent bien sûr les traitements des douleurs neuropathiques qui ont connu des évolutions intéressantes et bien sûr il y a les nouvelles approches pharmacologiques spécifiques. Je vous remercie.